Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit Honoré Lokossa, qui est porte-parole du Front pour le sursaut patriotique dans la diaspora. Honoré Lokossa, bonsoir. Bonsoir, M. Paraiso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre entretien se déroule à un moment où le président Patrice Talon, le président du Bénin, entame sa 3e année à la tête du pays. On va donc en profiter pour tirer un bilan. Quelles sont les premières impressions que vous avez de ces 2 années passées à la tête du pays? Merci pour l'invitation et pour parler un peu de ce bilan. Ce bilan qui, vous tombez bien aussi, intervient après que dans le pays, oui, les populations se sont réunies massivement dans les différentes régions en assise de réflexion sur le bilan des 2 ans du président Patrice Talon. Le bilan est globalement négatif. On a une société divisée en 2. La grande majorité qui vit dans la misère, qui a faim, qui réclame un mieux vivre, et une minorité de gens autour du président de la République qui se donnent des salaires mirobolants, qui vivent bien et qui siphonnent même les ressources du pays pour élargir le patrimoine, notamment du président de la République et de son clan, de sa famille. Et cette misère est d'autant mal vécue qu'il y a cette dichotomie entre les nantis d'un côté et la grande majorité dans la misère. Et quand vous pensez que dans le pays, au Bénin, le petit pays pauvre là, le préfet, les ministres, les collaborateurs directs du président de la République gagnent plus que leurs homologues français. Un préfet français gagne environ 4 000 €, oui, moins de 3 millions. Oui. Et vous avez les préfets béninois, ils sont 12. Oui. Ils gagnent chacun 5 millions de francs, c'est-à-dire plus de 7 600 €. Oui. Qu'est-ce qui vous choque dans le fait qu'on puisse bien rétribuer ceux qui servent l'État? C'est pour éviter qu'il y ait de la corruption, vous le savez ça? Ça, c'est bien dit, ça. Parce qu'en fait, pour mieux servir l'État, vous avez des salaires, vous vous augmentez comme il faut. Les autres, le salaire minimum est de 40 000 francs. Oui. C'est-à-dire 61 €. Oui. Les travailleurs sont en grève depuis 4 mois pour demander la revalorisation du SMIC. Oui. Vous refusez à ceux-là et vous dites, je vais mieux payer mes collaborateurs pour qu'ils gèrent mieux le pays. Et vous pensez qu'on peut vous suivre? Nous, à la base, on serre la ceinture. Il y a austérité, si vous voulez. Il n'y a peut-être pas d'argent. En bas, on doit serrer la ceinture. En haut, il faut mieux se rétribuer. Monsieur Lokossa, les chiffres que vous avancez, vous savez que ces chiffres sont contestés par le gouvernement béninois. On attend, par exemple, qu'il publie la liste des salaires. Pourquoi voulez-vous qu'il publie forcément la liste des salaires? Est-ce que vous mettez sur la place publique votre fiche de salaire? Vous ne connaissez pas les salaires des dirigeants français, des ministres français, des préfets français? Pourquoi au Bénin, ça doit être caché? Les chiffres qui circulent, de toute façon, ce n'est pas caché pour les préfets. Il y a un décret. Pour les directeurs de cabinet et autres, il y a des documents officiels. Les ministres, la Cour constitutionnelle, imaginez-vous, la Cour constitutionnelle a demandé qu'on lui fournisse les fiches de paie. C'est le rôle de la Cour constitutionnelle que de vérifier la fiche de paie des ministres du gouvernement, par exemple? Ils ont un droit de regard sur la gestion globale. Et lorsque des problèmes se posent dans la société, ils peuvent demander des choses. Ils ont demandé, le président de la République n'en a cure. Il a refusé de donner. Il n'a pas refusé, il n'a pas répondu. Oui, c'est pas la même chose. Ça ne revient pas au même? Non. je refuse. Oui, comme il est réputé être futé, il méprise. Il méprise la Cour constitutionnelle, et ce n'est pas seulement sur ce champ. On peut citer d'autres exemples. Allons-y, citez d'autres exemples. Lorsque un conseiller démissionne, oui. Un conseiller de la Cour constitutionnelle démissionne, la loi impose au président de la République qui a nommé cette tranche de conseiller de le remplacer dans le mois de la démission. Ça fait plus de 3 mois. Le président de la République maîtrise souverainement ceci. Peut-être qu'il cherche le bon candidat. Donc, le législateur qui a prévu le délai, il n'y a personne dans la société béninoise qui puisse remplacer un conseiller de la Cour constitutionnelle.
Peut-être que ça ne sert à rien non plus, puisque la Cour va arriver à la fin de son mandat, en juin prochain. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de rajouter un conseiller ou pas, alors que cette Cour, son mandat est en train de finir? C'est ce que dit la cellule de communication du président de la République. Mais alors, pourquoi il prive la Cour constitutionnelle de ses moyens de fonctionnement, puisque les responsables de la Cour constitutionnelle viennent de dire... Oui. Pour le premier semestre de cette année, c'est-à-dire à la fin de leur mandat, oui. sur le budget de l'année, oui. ils n'ont perçu que 7,39%. Donc, ce n'est pas une volonté de paralyser cette structure, ça? Vous pensez qu'il y a une cabale contre la Cour constitutionnelle Je ne sais pas s'il y a une cabale. Je constate une chose. La Cour constitutionnelle est réputée être la clé de voûte des institutions du pays. Nous avons un président de la République qui a prêté serment pour la respecter. Les exemples sont nombreux où il a violé la Constitution, plus d'une quinzaine de fois depuis 2 ans. Et quand on scie le socle légal de l'existence d'une société, et c'est lui qui le disait, lorsque un gouvernement ne respecte pas des décisions de justice, oui. ça fait un État voyou. Et bien c'est lui qui est en train de nous faire un État voyou, en violant la Constitution de façon répétée et en méprisant cette institution, en vassalisant l'Assemblée nationale. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, les deux institutions principales, oui. le législatif et l'exécutif, oui. sont en binôme pour détruire ce pays au plan législatif, puisque au niveau du Parlement, c'est exactement la même chose. Vous connaissez bien le cas de Kossi-Lepi, oui. où la Cour enjoint à l'Assemblée nationale de désigner ses représentants. C'est silence à radio. On va parler de ça dans un instant. Monsieur Lokossa, si j'ai bonne mémoire, il y a 2 ans, je vous ai reçu ici. Oui. On était à la veille d'une élection présidentielle dans votre pays, le Bénin, et vous étiez venu m'expliquer, à l'époque, il y avait 2 candidats. Il y avait en tout cas le candidat Zinsou et il y avait le candidat Patrice Talon. Et vous étiez venu m'expliquer ici même que... jamais les Béninois ne mettraient Lionel Zinsou à la tête du pays parce qu'il représentait l'instrument de recolonisation du Bénin. 2 ans plus tard, après le mandat, les 2 premières années de Patrice Talon à la tête du pays, est-ce que parfois vous dormez mal en vous disant « on a peut-être fait le mauvais choix » ? Moi, personnellement, non. Mais je comprends que des gens regrettent ce choix. Moi, personnellement, non. Et l'organisation à laquelle j'appartiens, non, parce qu'on avait dit que de ces élections, oui. compte tenu des candidatures en présence, compte tenu du contexte, du rôle de l'argent roi, il n'en sortirait rien de bon pour le pays. Bien. Et puis, la France intervient et positionne quelqu'un. Nous avons considéré, je continue de le considérer, qu'il n'appartient pas à la France de désigner qui doit diriger notre pays. Et toutes les fois où cette question se posera, oui. quel que soit le candidat béninois en face de quelqu'un qui incarnerait de façon visible oui. la volonté de la France d'imposer son candidat, vous combattrez. Je combattrai. Donc, oui, on a barré la route à la recolonisation, mais on n'a pas gagné la bonne gouvernance. Et c'est le nouveau combat. Quand on parle à d'autres Béninois, à part vous, certains sont très satisfaits du président réformateur qui est à la tête du pays. Personne n'aime les présidents réformateurs. Et certains le comparent d'ailleurs à un ancien président de votre pays ou à un mélange du président Zinsou et du président Arouma Degbe. Vous savez, dans l'action d'un homme, quel oui. qu'il soit, il y a un peu de bon, un peu de mauvais, mais quand on fait la balance, on voit où on va. Le bilan, j'ai dit tout à l'heure que le bilan est globalement négatif. Il y a des idées qui sont agitées. Ça fait 2 ans que Patrice Talon annonce la sortie du tunnel, le desserrement de la ceinture. Oui. Pour le moment, ça n'arrive pas. Il demande un peu de patience. Vous savez que quand on réforme, par exemple, il faut du temps pour que les fruits de la réforme arrivent quand même. Oui, mais les réformes qui se font, ce qui se fait aujourd'hui, ça ne va pas dans le bon sens, puisque lorsqu'on prend quelque chose, même une décision qu'ils prennent pour un équipement quelconque, oui. derrière, vous voyez que en fait, c'est l'occasion
de siphonner les ressources publiques. Pourquoi dites-vous cela? Je dis ça par exemple, je prends le cas de ce qui se passe au ministère du Développement durable, oui. où une institution nouvelle... Vous n'allez nouvelle... pas me ramener l'histoire de la moto qui a coûté 5 millions. Vous le savez. Eh bien, je vous le dis. C'est ce qu'on raconte. C'est pas seulement je ne le sais pas. C'est pas ce qu'on raconte seulement. Alors, c'est une institution officielle qui a détecté que des motos qui coûtent 1 million, 2, sont facturées à l'État 5 millions. La surfacturation va où? Et ceux qui sont responsables de ça sont en activité. Une société américaine a examinant le cas de Morphos 10 et de Safran pour le Ravip. Pour le Ravip, a montré que dans des pays africains, dans d'autres pays du monde, où des pays plus grands et plus peuplés que le Bénin, le coût de 45 milliards prévu pour le Ravip de Patrice Talon est en surfacturation énorme. Donc, chaque fois que l'on prend quelque chose, on voit que derrière, c'est l'occasion de s'enrichir personnellement pour le clan. Et ça, c'est insupportable. Très bien. On va marquer une pause parce que quand on parle, il faut que nos téléspectateurs comprennent, ils ne sont pas dans le contexte béninois et c'est notre rôle de leur expliquer. On va détailler ce que vous êtes en train de reprocher à ce gouvernement et en particulier au président Patrice Talon. Vous dites que... les marchés de l'État passés avec des entreprises qui sont prestataires avec l'État sont passés de façon opaque. C'est ce que je comprends, c'est ça? Opaque, oui, gré à gré, oui. Et de gré à gré et qu'il y a une tendance à surfacturer ce que l'État veut. Oui. On a vraiment la preuve de ce que vous dites? Si cet organisme a fait cette comparaison-là et donné des chiffres, le dernier truc qui est sur les choses, c'est qu'on prévoit 115 milliards pour un hôpital de référence. Le Niger, à Bomé-Calavi. Au Niger, ils ont réalisé un type comparable, 3 fois ou 4 fois moins cher. Donc, il y a problème à s'interroger. Mais le problème, c'est que le président de la République que l'on a et sa pratique laisse voir qu'en fait, on a quelqu'un qui est tous les jours, qui est resté fondamentalement un homme d'affaires et accessoirement président de la République en charge de la chose publique. Quand vous savez que Morphos 10, le président a prêté serment le 6 avril, le 30, ils font créer Morphos 10 à Abidjan. C'est quoi Morphos 10 pour que les téléspectateurs comprennent? Morphos 10, c'est une société réputée de béninoise créée en Côte d'Ivoire, qui appartient au groupe du président de la République, qui est dirigé par son ami et associé d'affaires Olivier Boucault, qui a été créé le 30 avril. Cette société qui venait de naître là, 2 mois après, dans l'opacité totale, on lui attribue le marché de l'aéroport de Cotonou. Peut-être comme ils n'ont pas l'expertise, ils se sont associés à Safran, dont on connaît la réputation par ailleurs. Donc, voilà comment l'État envisage quelque chose, on crée une société, on préempte, on capte le marché, on l'attribue en opacité à des amis et on touche, j'imagine, la plus-value qui va avec. Vous imaginez. Si vous imaginez ce qui se passe par exemple au port de Cotonou, qui est une humiliation ultime, ce qui vient de se passer, où on a confié la gestion de notre port aux Belges. Pourquoi c'est une humiliation? C'est une humiliation si vous avez vu l'organigramme. Vous allez comprendre qu'il n'y a même pas un Béninois, même pas un talon pour participer de la direction du port de Cotonou. Si les Béninois ne sont pas dignes de confiance. N'est-ce pas que les Béninois sont tous des cancres? Que je vous pose. Et ils sont tous des cancres, des nuls. Il n'y a peut-être que notre génie de président de la République. C'est une question que je vous pose. Oui, non, je ne vous incrimine pas. Je comprends tout à fait. Non, ce qui est humiliant, c'est de donner à croire qu'il n'y a personne au Bénin pour participer à la gestion du port du Bénin. Il ne s'agit même pas de recourir à des techniciens avec lesquels les Béninois peuvent travailler pour
le transfert de compétences pour faire ceci. Je comprends. Voilà pour le bilan. Il faut qu'on évolue un peu dans cette discussion. On a parlé tout à l'heure du RAVIP. Moi, je sais ce que c'est, mais les téléspectateurs, encore une fois, ne sont pas dans le contexte béninois. Est-ce que vous pouvez leur expliquer ce qu'est le RAVIP et confirmer que le RAVIP n'est pas un instrument politique? Confirmer que c'est pas, on peut en faire un instrument politique. Le RAVIP, il est conçu comme en fait un recensement de la population. Oui. Et pour constituer une base de données, sur cette base de données, on peut délivrer des papiers, des identités, informatiser un peu le fonctionnement de l'État et tout ça. Vu sur un plan technique comme ça, c'est pas en soi une mauvaise chose. Oui. Seulement quand le président Talon arrive, l'État béninois a déjà dépensé des milliards pour faire ce qu'on appelle le COSLEPI, qui a fait également une liste, qui est même la liste électorale, qui est informatisée et qui doit fonctionner jusqu'en 2021. Oui. Le président Talon et son groupe ignorent la LEPI. On leur demande de donner les moyens pour que ça puisse fonctionner, ils le bloquent. Et le ministre de l'Intérieur vient de dire que si l'Assemblée les autorise, c'est du RAVIP qu'ils vont tirer la liste électorale. Or, ce RAVIP-là, c'est confectionné dans l'opacité totale par l'équipe au pouvoir, avec l'aide de la société française Safran, qui a semé le bordel au Kenya récemment. C'est-à-dire qu'on peut informatiquement, à partir d'une base de données, à partir d'une programmation donnée, préparer des résultats électoraux. Donc, nous considérons qu'il y a un risque grand que le RAVIP soit un instrument de fraude électorale informatisée. Vous connaissez Bruno Amoussou, non? Je connais. J'ai entendu Bruno Amoussou saluer le RAVIP et dire que ce n'est pas un instrument politique et que on ne peut pas penser développement d'une nation, d'un pays comme le Bénin, et penser perspective et ne pas aimer un instrument comme le RAVIP. Je viens de parler de côtés qui peuvent être positifs du RAVIP. Mais le monsieur que vous citez, ce n'est pas une référence. Vous savez que lui et Ngwedi sont dans la majorité avec... Ngwedi, c'est le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Voilà. Et ce trio-là, ils veulent un parti unique avec le RAVIP, dont eux, peut-être, ils connaissent un peu le fond, puisqu'ils ont aussi en coulisses de modifier le code électoral pour se maintenir au pouvoir, faire élire les gens dans cette opacité-là. Donc, il a un intérêt à ça, il peut trouver ça. C'est le risque politique qui est lié au RAVIP que je dénonce. Et comme dans plusieurs pays, Safran a été contesté sur ce plan-là, nous n'acceptons pas qu'au Bénin, on nous confectionne une camisole de force pour truquer les élections. Vous dites que si jamais on tire la prochaine liste électorale du recensement de la population sur la base de ce que le RAVIP va faire, vous vous opposerez à cela? Tout à fait. Nous nous opposerons à cela parce que c'est une liste où il n'y a que les concepteurs seuls qui savent ce qu'il y a dedans. Il n'y a aucun moyen de contrôle. Aujourd'hui, on a quelques repères sur la LEPI. Il s'agit de la mettre à jour. Or, le pouvoir est en train de bloquer ça. Pourquoi d'ailleurs les membres que le pouvoir doit nommer, désigner, n'ont pas été désignés? Je pense que c'est une volonté politique délibérée. Ça fait une décision de la Cour constitutionnelle de plus qui est bafouée, qui est méprisée. Et même quelqu'un a dit, cette décision-là, il faut la jeter à la poubelle. Et donc, oui, moi je considère que c'est une volonté délibérée et que cela cache une volonté de fraude et de confectionner quelque chose qui va permettre des alternances de façade, enfin des élections truquées et permettre à ceux qui en ont le contrôle de se proclamer élus à tout. Sans oublier que une autre institution, à partir du mois de juin, va passer sous le contrôle complet du binôme exécutif et législatif. C'est quelle institution? C'est la Cour constitutionnelle, puisque le mandat actuel finit au mois de juin et que le président de la République et le président de l'Assemblée vont nommer la majorité. Et donc, ils pourront toujours modifier les choses et se faire proclamer en chose sans
Et donc, ce danger-là pèse sur la société et la démocratie ne peut pas le supporter. Monsieur Lokossa, quand je vous écoute, si je suis téléspectateur et que je nous écoute, je me pose une question et je me dis, quel est l'intérêt d'un président qui est à la tête d'un pays, qui rêve d'être porté sur les épaules à la fin de son mandat, comme le meilleur réformateur que le pays n'a jamais connu? Quel est son intérêt de se projeter déjà sur une liste électorale, par exemple, et de la manipuler pour les prochaines élections, alors qu'il a dit « je ne ferai qu'un mandat ». Vous le croyez? Ah, je vous pose la question. D'abord, moi, je ne crois pas. Bon, maintenant, il a dit qu'il avisera. Il a d'abord dit « je le ferai ». Et après, quand il a reçu la claque où les gens... L'échec de la réforme constitutionnelle. Le 4 avril 2017. Oui. Et où il a déclaré que maintenant, je vais gouverner par la ruse et la rage. C'est pas lui qui a dit, c'est son ministre de la Justice, M. Diogbenou, qui a dit ça. Je pense que je ne me trompe pas de beaucoup. Qu'il a l'aval, sinon il aurait démenti. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds, le président Talon. Donc, si vous êtes dans son entourage et que vous dites quelque chose qui n'est pas de son chose, vous serez rappelé à l'ordre. Non, je considère qu'il cautionne ça. On nous a fait croire récemment que la loi sur le retrait de la grève, que c'est une initiative parlementaire. Oui. Et puis lui-même, il est venu à la télé avouer, je suis à l'origine, c'est moi même qui ai demandé ça. Bon, donc, oui, quand son entourage parle, il faut leur donner crédit. C'est le seul crédit qu'ils ont parce qu'ils ont l'aval avant. Oui. Sinon, à moins que ce soit Olivier Bocor ou Dayon, le trio avec lequel ils gouvernent vraiment le pays et qui peuvent donner des ordres à tous les ministres. Les autres sont des faire-valoir. Olivier Bocor, alors, M. Olivier Bocor, M. Dayon ne font pas partie du gouvernement béninois, ou je me trompe? Ils ne font pas partie du gouvernement. Dayon a une fonction officielle, c'est le conseiller du président de la République. Oui. C'est celui dont le cabinet personnel s'occupe de tous les audits. Oui. Bon. Là également, on peut s'interroger sur les conflits d'intérêts. Maintenant, c'est pas ça. Il est là. Olivier Bocor, le président le présente comme étant son ami. C'est l'ami personnel du président. Son ami il ne va pas renier son ami quand il devient président, quand même. Pas du tout. Il a plus que chose, mais c'est le rôle qu'il joue. Il donne des ordres au ministre. Et lorsque quelque chose... Vous en avez vu, vous? Ah oui, on en a entendu, on écoute beaucoup, hein, vous savez, la société. Ça, c'est choses... Ils pensent que les choses se font en douce, mais ça sort, y compris de leur propre milieu. Donc, ceux qui reçoivent les ordres sont aussi agacés, donc ils parlent. Donc, effectivement, ce monsieur est omniprésent et il est dans les voyages officiels et tout. Oui. Et il est plus important que le chef du patronat béninois. Voilà. Donc, c'est ça une idée. Le chef du patronat béninois avec lequel le président ne s'entend plus désormais, c'est ça? Un ex-allié. Oui. On va conclure cet entretien par une question personnelle. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, le président Patrice Talon, pour trouver grâce à vos yeux? Ben, ce que... je ne suis pas optimiste qu'il l'entende, parce que je le dis et nous le disons depuis. Le bilan que les gens viennent de faire pour dire qu'on étouffe, la situation du pays est très grave, il faut aller aux états généraux du peuple pour redéfinir un nouveau contrat, parce que le contrat qui a lié le président à la société béninoise qu'il a porté au pouvoir, il l'a rompu. Il ne respecte rien. Et de ce point de vue, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les gens se rendent compte que si le sommet ne respecte pas la loi, piétine, il n'est plus légitime. Il reste légalement le président, mais il a perdu la légitimité de commander, de donner des ordres. C'est tous les présidents, non? Si c'est le cas au Bénin, on se permet de le lui dire. Vous êtes devenu illégitime par votre pratique. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que les citoyens qui en ont marre, ils entrent en résistance en faisant de la désobéissance civile parce que, et la Constitution le reconnaît, article 19, alinéa 2, lorsque un président ne respecte pas la loi, lorsqu'il piétine la Constitution, lorsqu'il scie le socle sur lequel la société, le fonctionnement juridique de la société est assis, il n'est plus qualifié pour faire chose. Donc, une fois qu'on fait ça, je crois qu'il s'est passé quelque chose de très important dans les États généraux, dans les derniers jours, là, c'est que les réflexions des gens vont au-delà du bilan qu'ils trouvent négatif. Ils veulent autre chose. Ce qu'ils veulent, c'est
que le pays se rasseye en états généraux pour redéfinir les règles du fonctionnement de l'État. Que l'État ne soit plus l'otage d'un petit groupe. Et je pense que c'est tellement sérieux que je dirais que c'est trop sérieux pour être confié à un parti qui incarnerait ça. Oui. Ou à un génie quelconque, quel que soit le milliardaire ou sa fortune personnelle, Oui. pour gérer ce truc. L'expérience qu'on vient de faire avec Patrice Talon doit nous édifier pour savoir qu'on ne peut pas attendre de Messie. C'est pour cela qu'il faut s'asseoir, faire à tête froide le bilan, réécrire les règles de fonctionnement en société et en vie, et pouvoir disposer d'une feuille de route avec un gouvernement patriotique, qui ne livre pas le pays aux étrangers comme ça, et de probité. Monsieur Lokossa, quand je vous entends, je me dis, c'est tout ce que le président Talon propose. Il veut réformer le système partisan, il voulait réformer la Constitution. Vu ce qu'il y a dans la liste. Vous avez dit non, il veut réformer le système partisan. Certains commencent déjà à dire que ça va échouer. Le Bénin est un pays qu'on ne peut pas réformer, en fait. Si vous prenez le cas du système partisan, vous savez ce qu'il y a dedans? C'est pas ça qu'il faut. Ce n'est pas le trop de partis qui pose problème dans notre pays. Vous savez combien il y a de partis politiques ici aux États-Unis, en Angleterre et tout ça? Pourtant, il y a une alternance entre les démocrates, les républicains, entre les Tories et les travaillistes. Ce n'est pas ça qui pose problème à une société. C'est aussi votre mode de scrutin que vous avez. Donc, il y a des choses à réformer dans la Constitution sur ce mode de scrutin et tout cela. Alors, il ne faut pas seulement dire « je veux faire quelque chose ». D'ailleurs, vous prenez le PAG. Il y a beaucoup d'idées là-dedans qu'il veut faire. Il est toujours un programme d'action du gouvernement. On parle toujours pour que nos téléspectateurs voilà, Si vous voulez réformer un pays contre le peuple, vous n'y parviendrez pas. Or, le Patrice Talon s'est mis à dos son peuple. Il a perdu sa légitimité. Et c'est pourquoi les gens sont dans la rue et demandent qu'il faut qu'on change. En tout cas, il lui reste encore 3 ans à passer à la tête de ce pays. Et j'espère qu'il n'ira pas au bout. On verra bien. Ça n'engage que vous. Honoré Lokossa, merci infiniment. Porte-parole du Front pour le sursaut patriotique dans la diaspora. Merci d'être venu tirer le bilan des 2 années de Patrice Talon, le président béninois, à la tête de son pays et partager avec nous vos réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. Bonsoir.